Bonjour et bienvenue dans Les Voix de la Sérénité, le podcast de la Maison Sérénité. Je suis Stéphanie Monet, kinésiologue, formatrice en kinésiologie et fondatrice de la Maison Sérénité, un lieu dédié au bien-être et à l'accompagnement global de la personne et de la famille. Car oui, aujourd'hui, nous allons parler de famille. Dans ce podcast, je vous propose de rencontrer les professionnels qui exercent à la Maison Sérénité, de découvrir leur parcours, leurs pratiques et leur vision de l'accompagnement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie De Smetter, coach en parentalité positive et relationnelle. Nous allons parler ensemble de liens parents-enfants, d'émotions, de communication et de clés pour vivre une parentalité plus sereine et plus consciente. Bonjour Émilie, merci d'être avec nous pour parler de ton parcours et de ta pratique. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites avec tes mots? Bonjour Stéphanie, merci beaucoup de me permettre d'intervenir dans ton podcast, ça me touche beaucoup. Donc moi c'est Émilie, je suis avant tout maman. J'ai deux enfants, donc j'ai un grand qui va bientôt avoir 10 ans dans 3 semaines, ça passe tellement vite. Et puis une petite fille qui un peu grande maintenant, qui a 7 ans maintenant. Euh, et je suis aussi coach en parentalité positive et relationnelle et formatrice pour les professionnels de la petite enfance. Donc, j'accompagne les parents dans toutes les difficultés relationnelles et éducatives avec leurs enfants, en coaching individuel et en groupe. Et puis, je forme les professionnels à mieux comprendre les enfants, à mieux les accompagner aussi dans leur quotidien en crèche, le plus souvent en crèche, et à mettre en place en fait une posture qui soit plus positive pour accompagner les enfants au quotidien. Voilà. Ok, chouette, chouette. Euh, Qu'est-ce qui t'a mené vers l'accompagnement des parents et des familles? Est-ce qu'il y a eu un déclic, alors qu'il soit perso ou professionnel? Comment tu as senti cet appel? Ouais, alors c'est une grande histoire parce que je viens pas du tout de ce domaine-là à la base. J'ai été ingénieure chimiste. Je travaillais Ok. en recherche et développement. J'ai fait ça pendant à peu près 10 ans, un peu moins de 10 ans. Et puis avant ça, avant d'entamer ma reconversion professionnelle, j'ai eu donc mon premier enfant, avec qui, il faut le dire quand même, tout était facile, hein. Quand il est né, ça a été un bébé hyper facile, qui a fait ses nuits très tôt, qui pleurait très peu, qui était très joyeux, qui mangeait bien, enfin, aucun problème, aucun questionnement à avoir du coup. Et 2 ans après, je suis devenue maman une deuxième fois de ma petite fille. Et là, ça a été très compliqué parce que, en fait, je me souviens d'avoir traversé en même temps le terrible tout, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, Hmm. ce terrible tout de mon fils qui faisait beaucoup de crises, où il y avait beaucoup d'opposition. C'était assez compliqué émotionnellement pour lui, puis du coup, en même temps pour moi aussi. Et en parallèle de ça, ma fille a eu du coup des nuits très, 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 très compliquées pendant les 3 premières années. Donc ça a duré assez longtemps. Elle était tout le temps dans les bras, c'était impossible de la poser. Enfin, et le fait d'avoir deux enfants rapprochés, j'ai trouvé ça vraiment mais hyper difficile dans le sens où bah, il y a quand même une partie de solitude quand on devient parent. Alors moi, je ne l'ai pas ressenti avec mon premier parce que je pense que comme c'était facile, on n'a pas changé, entre guillemets, énormément de choses de notre vie d'avant. Mais je pense qu'on était prêts aussi à devenir parents parce que voilà, on n'allait pas en boîte de nuit tout le temps. Enfin, voilà. Ouais. On avait quand même un rythme qui nous permettait de devenir parents. Mais quand ma fille est arrivée, ben, ça a été vraiment un tsunami en termes de fatigue,
de compréhension de leurs besoins à tous les deux, parce que voilà, j'avais ce bébé qui pleurait tout le temps, qui dormait avec moi tout le temps, alors que j'avais pas du tout vécu ça avec mon premier. Et en même temps, devoir gérer des crises toute la journée en n'ayant pas dormi de la nuit, enfin, c'était vraiment compliqué. Je me rappelle de m'être posé plein de questions, d'aller chercher un peu sur Internet et de voir plein de réponses différentes, et puis d'entendre aussi euh, la famille, les amis, la comparaison avec les amis aussi, tous les bébés sont différents, donc ils vivent Oui, pas la même chose. Et je me souviens de m'être sentie assez seule. Et puis, donc, à la fin du congé de maternité de ma fille, donc deuxième congé maternité, je suis retournée au travail. Et puis, en même temps, j'avais vraiment ce sentiment de mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Moi, j'avais l'impression que ma place, elle était auprès de mes enfants. Enfin, j'avais besoin de les voir grandir, même si c'était épuisant, évidemment. J'avais besoin de passer du temps avec eux. J'avais l'impression que tout ce que je ne vivais pas avec eux, j'allais jamais pouvoir le rattraper, en fait. Enfin, c'est du temps qu'on ne peut pas rattraper, et les enfants, ils grandissent vraiment hyper vite à ce moment-là. oui, Et puis en même temps, j'avais ce travail-là qui ne me passionnait pas forcément, hein, qui ne m'a oui. jamais vraiment passionnée, mais voilà, j'y allais parce qu'il fallait aller travailler. Mhm. Et donc tout ça mis ensemble, j'ai décidé d'abord de faire un bilan de compétences, parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose du côté professionnel qui n'était pas, c'était pas aligné. J'avais vraiment pas envie de me lever pour aller au travail. Et donc, ce bilan de compétences m'a fait ouvrir les yeux sur le fait que j'avais vraiment envie d'accompagner les gens, Mhm. déjà, premièrement, et puis encore plus les parents. Oui, Euh, et donc là, j'en suis arrivée à me former pour comprendre d'abord les besoins des enfants, le développement psychologique des enfants, comment les accompagner, et puis après, j'ai fait tout un cursus de coaching parental. Donc, pour accompagner les parents, premièrement. oui. Et ensuite, j'en suis arrivée à aller vers les professionnels dans un deuxième temps. Donc, ça a été vraiment une secousse personnelle qui Oui. m'a qui m'a demandé de remanier toute ma vie, en fait. Mhm. Grâce à ton histoire, tu as pu entreprendre ce chemin-là de l'accompagnement. Ouais, et je pense que s'il n'y avait pas eu aussi ce besoin de me rapprocher de mes enfants, de passer plus de temps avec eux, je pense que j'aurais jamais osé quitter mon ancien travail, en fait, parce que il y avait le fait de perdre un peu toute cette sécurité de l'emploi, mais en même temps de pouvoir trouver du temps avec mes enfants en parallèle, en même temps de construire autre chose. Et je savais que je perdais ce travail, mais en même temps, je gagnais quand même quelque chose d'assez fort à côté. Euh, donc ouais, je pense que s'il n'y avait pas eu enfin c'est sûr même, s'il n'y avait pas eu tout ce questionnement-là, toutes Oui. ces difficultés et tout cet épuisement, j'aurais jamais trouvé le courage de changer, ça c'est clair. Ah, ok. Alors, la parentalité positive, hein, parlons-en, parce que parfois elle Ouais. est quand même mal comprise. Et comment tu pourrais l'expliquer? Et surtout, je pense que qu'est-ce qu'elle n'est pas pour toi dans ton accompagnement, pour que les gens qui nous écoutent puissent se représenter ce que c'est pour toi. Ouais. Alors, on a beaucoup de fausses idées sur l'éducation positive. Euh, on pense très souvent à tort que l'éducation positive, c'est l'enfant, il doit absolument pas vivre de frustration, il faut qu'il soit toujours bien, il faut que les parents soient aussi toujours, euh, on va dire, calmes et jamais ressentir de la colère, toujours être heureux d'être avec son enfant, et puis tout faire pour son enfant. Euh, et puis c'est laisser de la liberté totale à son enfant de faire ce qu'il a envie, comme il a envie. Et voilà, et souvent on pense tout ça à tort.
Le problème de ça, c'est que c'est déjà l'éducation positive, c'est pas ça, et ça va donner une idée assez irréaliste et complètement impossible de la parentalité positive. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne vit pas de frustration, c'est juste impossible parce qu'en fait, il a des centaines de raisons par jour de vivre de la frustration et c'est normal. Mhm. Par contre, l'éducation positive, c'est accompagner l'enfant dans ses frustrations au quotidien pour qu'il puisse apprendre à réguler ses émotions, qu'il puisse vivre des frustrations et puis savoir quoi en faire, savoir comment rebondir après avoir pu se calmer avec l'aide du parent. Donc la frustration fait partie de la vie et le parent est censé accompagner son enfant dans ses frustrations. Dans l'éducation positive, on va aussi donner la liberté à l'enfant de on va lui donner du choix dans certains moments de la journée, par exemple dans la façon de s'habiller le matin, ce genre de petites choses qui peuvent souvent d'ailleurs être source un petit peu de crise, surtout le matin quand on est en plein préparatif. Mais voilà, c'est donner du choix à l'enfant dans un cadre qui va être quand même assez défini et puis sécurisant pour l'enfant. C'est-à-dire que le cadre, il va être là, posé par l'adulte, et à l'intérieur de ce cadre, eh ben, l'enfant va avoir de la liberté, il va avoir du choix. Mais le cadre, il est hyper important parce que il permet à l'enfant de se sentir en sécurité et il permet aussi à l'enfant d'avoir confiance dans l'adulte. Et ça, c'est super important dans l'éducation positive, c'est que l'enfant doit pouvoir faire confiance à l'adulte et que c'est l'adulte la référence et que c'est lui, en fait, qui vient euh, mettre, on va dire, euh, comment dire, mettre les barrières là où c'est nécessaire. Donc, c'est important. Et puis, l'adulte doit pouvoir dire non quand c'est important, quand c'est le Mhm. moment de dire non, Oui. Mhm. et il doit pouvoir dire oui aussi à certains moments. Mhm. On sait que les enfants, ils entendent des milliers Oui. de non. Non, tu ne peux pas faire ça. Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas prendre un bonbon. Tu peux pas regarder un dessin animé. Et alors que, ils ont besoin d'entendre du oui pour Oui. être motivés. Et le nombre de consignes aussi qu'ils ont. Ouais, le nombre de consignes par jour, il est affolant. Mm. Donc en fait, l'éducation positive, c'est adopter une posture qui va être positive pour le développement de l'enfant. Et c'est ça qui est important en fait, c'est qu'on va aller dans le sens de ce qui est positif pour l'enfant. Avoir un cadre, c'est positif pour l'enfant. Lui dire non quand c'est nécessaire, c'est positif pour l'enfant. Et ce qui est difficile, c'est de trouver le juste milieu et d'être dans le juste équilibre entre tout ça, en fait. Et ça, c'est pas évident. Et je parle aussi de parentalité relationnelle, surtout parce que la relation entre le parent et son enfant, elle est hyper importante. Et je parle surtout d'une relation sécurisante parce que l'enfant, il a besoin de se sentir en sécurité avec son parent. Il a besoin de sentir que son parent l'accompagne, qu'il l'aide à grandir. Et l'enfant, il va, il a absolument besoin de cette sécurité pour bien se développer et bien grandir. Donc, cette relation parent-enfant, elle est primordiale, elle est essentielle pour le développement de l'enfant. Mm. Quelle place prennent les besoins justement de l'enfant dans ton accompagnement? Alors, les besoins des enfants c'est la place la plus importante euh, des, dans les ateliers que je fais ou les coachings individuels, parce que les parents ont besoin de comprendre ce qui se passe chez leur enfant, surtout, pour pouvoir venir casser certaines croyances. Parce que souvent, on va se dire, le parent va se dire, bah, il le fait exprès, ou alors il cherche les limites. Voilà, quand l'enfant va commencer à faire des crises ou avoir des comportements inappropriés, c'est les Un premières pensées caprice. qu'ils vont nous dire. Mm. Voilà, il fait un caprice.
Mais ça, en fait, c'est parce qu'on est dans une société qui est conditionnée comme ça, hein. Donc, on l'a tous entendu, réentendu et réentendu. Donc, quand un enfant fait un caprice, quand un enfant fait une crise, eh ben, c'est ce qu'on va se dire. On va se dire qu'il le fait exprès, qu'il nous cherche, qu'il teste les limites. Et que si on se place du côté de l'enfant, eh ben, on va en faire un enfant tyran, on va en faire un enfant roi. Et ça, malheureusement, quand on a ce genre de pensée-là, ça va nous faire adopter une posture qui ne va pas aller dans le sens de l'accompagnement bienveillant de l'enfant. Mm. Alors que si je vois mon enfant qui est en crise et que je me dis, mais là, en fait, s'il fait une crise, c'est qu'il a besoin de quelque chose, mais quoi? On se place plutôt en détective, on va chercher un petit peu, creuser ce qui s'est passé dans sa journée ou dans sa vie en général, qui peut faire que bah, il se comporte de telle ou telle manière. Donc, ce qui est vraiment important pour moi, à mon sens, c'est d'expliquer aux parents quels sont les besoins de leurs enfants. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans leur quotidien qui va faire que l'enfant va adopter un comportement inapproprié et qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement inapproprié. Souvent, j'explique ça avec un iceberg, en fait, où on voit au-dessus de l'iceberg tous les comportements inappropriés de l'enfant. Donc, crier, insulter, taper son frère ou sa sœur, euh, ne pas vouloir aller se coucher et rappeler encore et encore et encore une fois. Et tout ça, c'est les comportements qu'on voit des enfants, en fait. C'est le haut de l'iceberg. Et en dessous de l'iceberg, en dessous de tout ce qui est de la face invisible de l'iceberg, bah, c'est tous les besoins des enfants, en fait, les besoins fondamentaux des enfants. Mm. Et là-dedans, on va avoir notamment le besoin de lien avec son parent, hein. Souvent, les enfants adoptent des comportements inappropriés. Souvent, c'est pour dire à l'aide, j'ai besoin de toi en ce moment. Ou Oui. j'ai besoin d'autonomie, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de me reposer. Et en fait, c'est quand on va creuser en dessous de tous ces comportements qu'on va arriver à comprendre quels sont les besoins que l'enfant essaye d'exprimer en fait, et qu'on va pouvoir remplir ses besoins. Mais d'abord, il faut arriver à se détacher du système de pensée et des croyances qu'on va avoir qui sont négatives en fait et qui ne nous permettent pas d'accompagner l'enfant quand on a ces croyances-là. Souvent, en séance de kinésiologie, les parents m'expriment que les enfants font des choses, disons, qui sont l'idéal chez les autres, mais qu'avec eux, Ouais, justement, c'est très challengeant, c'est délicat à gérer, que ce soit dans le comportement, les crises ou le sommeil. Et ouais. c'est vrai que ce lien-là dans Coucou, je suis là où j'ai peut-être encore envie de profiter de toi, c'est possible. Ouais, ouais, carrément. Et bah, je vais partager une image que je partage très souvent en atelier, en formation aussi et en coaching. Enfin, je crois qu'à chaque fois que je parle avec un adulte d'un enfant, je partage cette image-là. C'est l'image du porte-avions. Elle est extrêmement connue en éducation positive. En fait, cette image, elle raconte que il faut imaginer que le parent, il est un porte-avions et que l'enfant est un petit avion qui est posé sur son porte-avions à la base. Et qu'à chaque fois que l'avion va s'éloigner de son porte-avions, eh ben, le réservoir de ce petit avion va se vider, se vider, se vider. Et ça se passe quand l'enfant il est à l'école, quand il est à la nounou, quand il est à la crèche, quand il est avec les grands-parents et même quand il dort en fait. Parce que Hmm. le sommeil est un éloignement de son parent. Et donc, toute la journée ou à chaque séparation, bah, le petit réservoir du petit avion va se vider, se vider, se vider, se vider, jusqu'à ce qu'il soit à sec. Et à partir du moment où le parent et l'enfant se retrouvent, que le petit avion finalement se repose sur son porte-avions, mais en fait, tant que ce réservoir n'a pas été rempli, eh ben, l'avion, il ne pourra pas repartir. Et là, on a des situations comme bah, le parent, il a récupéré son enfant à la crèche. Il rentre chez lui, et puis là, le soir, il faut faire le repas, il faut s'occuper des lessives, il y a peut-être de l'administratif à faire, faire les bains, enfin, il y a tout ça à faire. Et en fait, l'enfant, il veut pas rester tout seul à s'occuper avec ses jouets,
Il est là à crier, à s'accrocher à la jambe de sa maman, à vouloir demander des bras. Et en fait, c'est parce que l'enfant, il a besoin qu'on lui remplisse son réservoir affectif ou son réservoir d'adaptation. On peut appeler ça de ces deux manières-là. Mais en fait, le parent qui est ce porte-avions, c'est la personne la plus importante pour l'enfant et que tant que cette personne-là, qu'on appelle la figure d'attachement, elle n'a pas rempli son rôle de porte-avions, eh ben, l'enfant, il ne pourra pas repartir, il va continuer à faire des crises et avoir des comportements qu'il n'a pas avec les autres. Ça, c'est une image vraiment très puissante et qui permet vraiment de casser cette croyance de bah, il fait des crises avec moi, c'est parce qu'il veut me faire payer de l'avoir abandonné à la crèche ou je ne sais quoi. Non, en fait, c'est juste un besoin fondamental de l'enfant de remplir son réservoir d'amour, d'affection, vous l'appelez comme vous voulez en fait, Mm, mm, mm. mais l'enfant a vraiment besoin de ça, de son lien avec le parent et d'être pouvoir rempli d'amour et d'affection. Sans ça, il ne peut pas aller explorer et arrêter ses comportements inappropriés. Ça, c'est vraiment hyper important. Oui, c'est une très belle image qui nous permet de nous repositionner en fait sur le regard Ouais. qu'on pourrait avoir sur les enfants, en tout Mm. cas leur comportement ou leur moment moins facile. Ouais. Quelles sont les difficultés que les parents expriment le plus quand ils viennent te voir? Alors, principalement, il y a les crises. Donc là, j'en ai parlé un petit peu. Les crises avant de dormir, les crises au retour de la crèche, les crises à des moments qui sont assez typiques, en fait, ces moments-là. Il y a aussi les difficultés de sommeil, parce que là aussi, il y a énormément de croyances autour du sommeil. Et on pense aujourd'hui encore en 2025, demain, on est en 2026, on pense encore en 2026 que les enfants de moins d'un an devraient être capables de s'endormir tout seuls en quelques minutes, quand nous, on l'a décidé d'ailleurs, à une certaine heure précise et ne plus se réveiller de toute la nuit. Ça, c'est une croyance qui est très forte et ça fonctionne pas du tout comme ça. Les enfants ont besoin de temps pour acquérir un sommeil qui est similaire à celui des adultes. Et avant 3 mois, 6 mois, un an et voire même plus, les enfants ne sont pas capables de tout ça. Donc les difficultés de sommeil, finalement, elles existent souvent, dans la plupart des cas, hein, mais pas tout le temps, parce que les parents pensent que leur enfant a un problème, soit parce qu'il n'arrive pas à s'endormir tout seul, ou alors parce qu'il se réveille encore la nuit alors qu'il a déjà un an, alors que tout ça est normal en fait. Mm. Et donc, il faut aussi éduquer le parent sur bah, c'est quoi le sommeil normal d'un bébé, d'un jeune enfant, mais aussi bah, l'aider à mettre en place des choses qui vont permettre d'accompagner son enfant dans son sommeil tout en se reposant lui-même. Parce que les autres croyances qu'on a avec le sommeil aussi, c'est que chacun doit dormir dans sa chambre tout seul, que l'enfant, il doit absolument pas rentrer dans la chambre de ses parents, encore pire s'il est dans le lit Mm, des mm. parents. Mais tout ça fait que, en fait, l'enfant qui continue à se réveiller, parce que ça fait partie de son processus développemental, s'il se réveille 5 fois, 6 fois, 7 fois, et que le parent se lève, qui va dans la chambre du bébé pour le calmer, essayer de le rendormir, et qui fait ça plusieurs fois dans la nuit, il va être épuisé, en fait. Alors que ben il y a d'autres manières de faire, et que c'est pas forcément un souci de dormir avec son enfant si on en a envie et que si ça correspond à nos valeurs. Il y a plein de pays et de sociétés qui dorment avec leurs enfants pendant très longtemps, ça pose aucun souci. Les enfants dorment très bien et ils savent très bien dormir tout seuls quand ils grandissent. Et d'ailleurs, un enfant qui dort dans la chambre de ses parents, ça ne veut pas dire que
il dormira définitivement avec ses parents. On peut être sûr qu'un jour, il aura plus envie de dormir avec ses parents. Qu'il aura envie de son espace, de son intimité. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est très. Et puis, je trouve qu'il y a une question qui est. C'est souvent la première question d'ailleurs, avec est-ce qu'il marche ou est-ce qu'il fait ses Ouais, nuits? ouais. Et est-ce qu'il fait ses nuits? Cette question-là, c'est une des premières qu'on pose aux parents, hein. Et elle arrive très très vite, hein. Mm, C'est même dès la sortie de la maternité, quand on a de la visite à la maison, c'est tout de suite, ah bah comment il dort et est-ce qu'il dort avec vous? Et puis il dort combien de temps? Euh, Est-ce qu'il fait ses nuits en fait? mm, Alors que, et en plus, faire ses nuits, ça va dépendre de chacun. mm. Il y a des personnes pour qui faire ses nuits, ça veut dire dormir 12 heures. Et il y a des personnes pour qui faire ses nuits, ça veut dire dormir 6 heures. Mm, mm. Donc, en fait, on n'est pas dans la même. On n'a pas une bonne définition et de faire ses nuits, on n'a pas tous la même définition. Et ça ne veut pas dire la même chose selon qui on est. Oui, et c'est très intéressant de pouvoir éduquer, en fait, à travers tes accompagnements, qu'ils soient individuels ou une dynamique de groupe, c'est d'éduquer, en fait, de remettre les bonnes connaissances, les regards aussi sur les autres cultures, parce qu'il y a des Ouais. cultures qui diraient, mais comment ça, vous dormez pas avec vos enfants? Mais Ouais, nous, ils sont attachés dans le dos toute la c'est journée. ça. On vit avec eux comme si on était en fusion totale. Donc, c'est vrai Mm, qu'on a beaucoup à grandir et notre regard, en fait, c'est ouais. important, tout en respectant les besoins. Et d'ailleurs, je vais y venir. C'est quelle est la place que tu donnes, toi, aux besoins et aux émotions des parents dans cette parentalité relationnelle? Parce que c'est pas souvent très évident de pouvoir répondre à tous les besoins. Ouais. Bah ça, c'est hyper important parce que le parent ne pourra pas prendre soin des besoins de son enfant s'il n'a pas d'abord pris soin des siens, en fait. Alors, pas dans les ateliers parce que les ateliers, je sensibilise vraiment au fait de prendre soin de soi, mais dans les ateliers, il y a vraiment plus une dimension éducative, on va dire, alors que dans les coachings, on va vraiment travailler sur la difficulté personnelle du parent. Et la première chose que je fais toujours avec les parents, systématiquement, c'est de trouver un moyen de prendre soin d'eux, que ce soit du temps pour eux, pour faire quelque chose qu'ils aiment, ou alors se reposer, arriver à dormir. Enfin, tout dépend de la difficulté du parent et ce dont il a besoin. Mais en tout cas, la première chose qu'on va mettre en place ensemble, et c'est fou parce qu'il y a énormément de résistance là-dessus, Mm. c'est d'abord de prendre soin de soi. Et après, ça va être un peu notre fil conducteur à chaque séance où je vais voir comment le parent fait pour prendre soin de lui. Parce que, voilà, si nous-mêmes on a notre réservoir vide, Mm. on va pas pouvoir remplir celui de notre enfant, hein. Et on est aussi dans cette société où on pense qu'on doit tout donner à nos enfants, qu'il faut absolument pratiquement Oui. se sacrifier. On doit être parfait, Mm. même, j'ai envie de dire, parce que c'est surtout, Les on va mamans. dire, les mamans, voilà. Mm. Euh, mais c'est vraiment très important de penser à soi et de ne pas s'oublier, parce que c'est là où on arrive petit à petit à un épuisement et au burn-out, en fait. Et est-ce qu'il y a des outils ou des clés que tu proposes aux parents pour les aider au quotidien? Et si oui, lesquels? Alors, comme je t'ai présenté tout à l'heure, il y a cet outil du porte-avions là. Moi, j'adore cet outil-là parce qu'il est hyper visuel. Enfin, c'est hyper facile à comprendre. Et Oui. à partir de là, je les amène à trouver comment remplir justement le réservoir de leurs enfants. Donc ça, c'est un premier outil que j'utilise aussi pratiquement systématiquement. Et après, il y a un autre outil que j'utilise et qui va permettre aux parents de diminuer pas mal de crises avec leurs enfants.
c'est de se poser 4 questions principales, justement pour arriver à détecter les besoins de leurs enfants. Parce que souvent, les enfants font des crises parce qu'ils ont un des 4 besoins fondamentaux qui n'est pas rempli. C'est le besoin de se reposer, le besoin de manger, le besoin de s'hydrater et le besoin d'être en relation. Donc en fait, si le parent se pose la question, est-ce que mon enfant est fatigué? Est-ce que mon enfant a faim? Est-ce que mon enfant a soif? Et ou est-ce que mon enfant a besoin d'être, ou est-ce qu'il se sent seul? Là, souvent, le parent va, la plupart du temps, va avoir la réponse dans ces 4 questions et il va pouvoir remplir le besoin de son enfant. C'est-à-dire que si mon enfant a faim et que c'est pas l'heure, en fait, je vais quand même lui donner à manger parce que s'il me fait une crise et qu'il a faim, en fait, je peux rien faire d'autre que lui donner à manger si je veux qu'il se calme. C'est normal. Surtout les enfants, voilà, ils grandissent avec parfois ils ont des poussées de croissance, ils ont besoin de plus manger, donc il faut vraiment être à l'écoute de ces besoins-là et arriver à les remplir. Souvent, ça va diminuer pas mal de crises. Donc ça fait partie des outils que je partage aux parents très souvent. Oui, ok. Oui, c'est des questions qui sont assez, quand même très intéressantes. On pourrait passer à côté sans le savoir, mais de rappeler ces bases-là, c'est chouette, quoi. Ben ouais, parce qu'au final, c'est hyper simple. Déjà à s'en souvenir, Oui, c'est hyper simple. Si je vois que mon enfant il commence à être tendu, qu'il commence à rechigner, etc. Si je me pose ces 4 questions, si la réponse elle est là-dedans, ça va être facile pour moi de désamorcer la crise. Pareil, le porte-avions, on en revient à ce besoin de lien, en fait. Ça, c'est ce qui est vraiment important. Donc, en fait, c'est hyper simple, ça a énormément de bon sens, mais pourtant, on est quand même habitué à, il faut qu'il mange à certaines heures. Par exemple, si on en revient à la fin, voilà, il faut que mon enfant mange à certaines heures, qu'il soit bien fixe. Mais peut-être que, en fait, il faut aller un peu plus loin que ça, quoi. Et puis il y a aussi cette peur en fait de si je donne à manger à mon enfant 1 heure avant le repas, quelque chose à grignoter parce qu'il a très faim, après il va rien manger. Alors que c'est pas forcément avéré, hein. Faut faire l'expérience, hein. C'est pas c'est pas sûr. oui. C'est une forme de lâcher prise, peut-être aussi, d'apprentissage, en tout cas, quand on Ouais, est parent. ouais. Mm. Dans la parentalité, il y a énormément de lâcher prise. Ça c'est extrêmement difficile à mettre en place. Mais je crois que les enfants sont des bons professeurs de lâcher prise. Ils viennent nous challenger Ouais, notre lâcher prise. ouais. C'est des cadeaux, peut-être dans l'instabilité ou le côté désagréable, mais de nous apprendre, c'est des messagers, hein, les enfants. Mm. Ouais, Mm. exactement. Quels sont les changements que tu observes le plus souvent chez les familles que tu accompagnes? Alors, ce que je vois déjà, c'est que ce qu'on me dit souvent, c'est ah là là, il y a pratiquement plus de crise. Oui. C'est en fait le fait d'arriver à répondre aux besoins des enfants, c'est logique. Mm, Si les besoins sont remplis, les crises et les colères sont beaucoup moins présentes. Donc ça, c'est vraiment une première chose, c'est qu'il y a une diminution vraiment importante du nombre de crises, de leur fréquence et de leur intensité aussi. Leur intensité, parce que les parents savent mieux du coup comment accompagner les enfants, donc les crises vont durer moins longtemps quand il y en a. De toute façon, il y en aura toujours, hein, ça, faut pas se dire, il n'y aura plus jamais de crise, il y en aura quand même toujours, mais voilà. Donc la première chose, c'est les crises et les colères. Et puis, autre chose, c'est que les parents deviennent plus patients, oui, plus calmes. Parce que le fait de comprendre, le oui. fait de changer le regard qu'on va avoir sur l'enfant va permettre de augmenter notre capital patience, en fait. Et du coup, un enfant qui fait moins de crises, un parent qui est plus patient, du coup, c'est le combo gagnant, en fait. Oui, oui, oui. Oui. Alors, tu fais partie de l'équipe de la Maison Sérénité.
tu n'exerces pas sur place, mais il y a des ateliers, des formations que tu proposes. Et avant d'expliquer ce que tu fais concrètement en distanciel ou en présentiel, donc je vais expliquer aussi le pourquoi du comment je t'ai contacté. Étant kinésiologue, je reçois beaucoup d'enfants et surtout de voir la détresse chez les parents de ne pas savoir comment trop accompagner son enfant. Donc c'était un souhait très important quand l'idée de la Maison Sérénité est née, d'avoir quelqu'un comme toi, voilà, un coach en parentalité, que qu'on puisse avoir ces compétences-là, d'avoir un contact, d'avoir un soutien, c'était très 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 important pour moi. Donc ça c'était j'ai pris le temps de voir si dans la région il y avait des personnes qui pouvaient remplir du coup ce rôle-là et venir et du coup je t'ai contacté, sachant que tu es loin, mais voilà, le feeling est bien passé. Donc tu fais partie de l'équipe tout en étant en distanciel et de pouvoir aussi proposer tes ateliers de temps en temps à la Maison Sérénité, c'est vraiment un grand cadeau en tout cas que tu nous fais. Et j'aimerais savoir, donc, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes, quels sont tes accompagnements, alors que ce soit en distanciel, en présentiel, et puis voilà, on en parlera ensemble. Alors, au niveau des accompagnements, alors déjà, je travaille exclusivement en visio, en individuel. Tout se fait en visio. Je vais accompagner. Alors, en fait, il va y avoir surtout les problématiques de sommeil. Mm. Donc, j'ai un accompagnement spécifique pour le sommeil et puis un accompagnement sur la parentalité en général. Euh, pour expliquer dans les grandes lignes, au niveau du sommeil, souvent on a des difficultés d'endormissement ou des réveils nocturnes qui vont être nombreux ou alors un rythme en journée qui va être complètement chaotique avec les siestes, surtout quand les enfants sont tout petits. Donc là, je vais accompagner les parents à essayer euh, de remettre un rythme qui est convenable pour toute la famille. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'abord le remplissage d'un journal du sommeil qui se fait en autonomie. Et à partir de là, on va travailler ensemble pour remettre un rythme approprié. Je vais expliquer aux parents quelles sont les étapes en termes de développement du sommeil chez l'enfant, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, et comment les parents peuvent faire pour s'adapter au développement de l'enfant. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment important, c'est que c'est le parent qui s'adapte à l'enfant, et c'est pas l'inverse. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans une société où c'est l'enfant qui doit s'adapter au mode de vie et c'est pas très bon pour l'enfant. D'ailleurs, il y a des méthodes qui sont très mauvaises, mais encore très utilisées, que j'appelle les méthodes de dressage ou les méthodes noires, où là, on va laisser pleurer les enfants pendant un certain temps, de plus en plus long. Et moi, ce qui est très important, c'est que je n'utilise absolument pas ces méthodes. Donc, laisser pleurer l'enfant, ça n'existe pas Mm. dans mes accompagnements. Laisser pleurer l'enfant seul, en tout cas, ça, ça, c'est clair, parce qu'un enfant qui pleure accompagné, c'est quand même pas pareil. Euh, donc, il y a pas, je n'utilise pas toutes ces méthodes de dressage au sommeil, c'est beaucoup plus doux. Et du coup, ça prend un peu plus de temps. Ça demande une mise en place qui est douce, un accompagnement de l'enfant qui est doux et une adaptation du parent dans son rythme et dans la façon de dormir ou d'appréhender sa journée. Donc ça, c'est une première chose pour le sommeil. Et l'objectif, en fait, c'est que l'enfant puisse développer, enfin puisse euh, alors, l'enfant n'apprend pas à dormir, il sait déjà le faire de lui-même à la manière qui lui convient, mais qu'il puisse grandir avec le développement qui est naturel pour lui, en étant bien accompagné et bien soutenu par l'adulte. C'est surtout ça l'objectif de l'accompagnement au sommeil. Et ensuite, pour tout ce qui est parentalité dans sa globalité,
Le parent va venir avec sa difficulté, sa problématique, et à partir de là, on va décortiquer les difficultés. Je vais aider le parent vraiment à prendre soin de lui, comme on en a parlé tout à l'heure, pour pouvoir trouver une place, en fait, pour lui dans sa parentalité, une bonne place qui soit juste. Et puis, du coup, à partir de là, ça va lui redonner de l'énergie parce que souvent, j'ai des parents qui sont fatigués, qui sont épuisés, qui n'ont plus l'énergie de mettre en place quoi que ce soit, ni même d'accompagner leurs enfants, en fait, tellement ils sont épuisés. Donc, la première chose, ça va être de permettre aux parents de retrouver cette énergie-là pour ensuite lui donner des connaissances sur les besoins de l'enfant et mettre en place des plans d'action assez simples qu'il puisse utiliser dans son quotidien pour apprendre à accompagner son enfant petit à petit. Donc, on va vraiment parler des émotions de l'enfant et de ses besoins, et des émotions du parent et de ses besoins à lui. Et on travaille en parallèle comme ça avec les deux, petit à petit. En général, enfin, en général, toujours, j'accompagne les parents sur plusieurs séances parce que c'est important d'avoir de la continuité, de pouvoir travailler euh, sur diverses difficultés et puis en avançant petit à petit ensemble. Donc j'accompagne les parents pendant 3 mois et avec mon accompagnement qui s'appelle Destination Parentalité Apaisée. Donc ça, c'est pour l'individuel. Au niveau du collectif, donc il y a 2 ateliers que je, que j'anime à la Maison Sérénité. Le premier atelier, c'est sur le sommeil de bébé. C'est un atelier qui est à destination des futurs et jeunes parents, donc les parents de bébés de moins de 6 mois. Et donc là, c'est vraiment pour les éduquer sur le sommeil, avant que les difficultés apparaissent, on va dire. Mais le fait d'éduquer sur le sommeil va permettre de limiter un grand nombre de difficultés par la suite. Et ça permet aussi aux parents de se questionner sur comment moi je dors, de quoi j'ai besoin pour bien dormir, parce qu'il faut apprendre à se connaître aussi. Et puis, en fonction du couple, bah, quelles sont les forces et les faiblesses de chacun pour pouvoir trouver un moyen de bien accompagner l'enfant en se basant sur les forces de chaque personne du couple. Donc ça, c'est pour l'atelier sur le sommeil qui s'appelle Dormir en lien. Et, euh, et je viens aussi pour l'atelier TEPAPO, TEPAPO qui veut dire technique de parentalité positive, qui dure toute une journée, mais qui est vraiment un atelier hyper complet où là, on va parler des besoins de l'enfant, de tous les besoins de l'enfant et de la théorie de l'attachement. La base de cet atelier est la théorie de l'attachement. Tout ce qui est neurosciences aussi pour comprendre comment fonctionne le cerveau de l'enfant, pourquoi il va réagir d'une certaine manière dans des difficultés, pourquoi il a des crises de colère aussi énormes qu'il n'arrive absolument pas à contrôler. Et chaque information va être liée à des difficultés que le parent vit dans son quotidien. Et on va pouvoir mettre en place un plan d'action à la fin sur tout ce qu'on a vu, sur les difficultés que le parent vit avec son enfant, pour pouvoir mettre en place des choses petit à petit en fonction de tous les outils qu'on voit ensemble. Voilà. Trop chouette, trop chouette. Donc l'atelier Dormir en lien, c'est le vendredi 27 février de 14 à 17 heures, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et puis la journée atelier Thé Papou, c'est le samedi, donc le lendemain, le samedi 28 février, et là de 9 heures à 18 heures. Ouais. C'est Oui, un grand atelier, trop génial. oui. Non, mais moi je suis reconnaissante vraiment qu'il y ait ce genre d'atelier présenté à la Maison Sérénité. Et dans certains accompagnements, enfin en tout cas en kinésiologie, moi j'ai pas les compétences, j'ai pas les connaissances pour accompagner les parents. Parce que souvent on aborde la sphère émotionnelle sur un temps de 1 heure, mais c'est pas Ouais. possible. Il y a des compétences que je n'ai pas.
Donc le fait que ces ateliers et que tes accompagnements, même à distance, soient là, c'est un grand cadeau. Donc c'est, ça change tellement la vie, je trouve, de, de comprendre et d'avoir les infos pour changer de regard sur les enfants, sur la sphère émotionnelle, sur nos propres émotions en fait. Et ça se fait pas comme ça, en tout cas, en un claquement de doigts. Euh, L'accompagnement, le coaching, pour moi, il est important pour les parents qui se sentent perdus parce qu'on n'a pas le mode d'emploi. Et grâce à ça, c'est des clés qui sont apportées pour eux. Donc, des grands bénéfices. Comment on peut te retrouver déjà et comment on peut prendre rendez-vous avec toi? Alors, pour me retrouver, ben, c'est simple, hein, il y a mon site internet, monchemindeparents.com. Je crois que j'apparais aussi normalement sur le site de la Maison Sérénité, il me semble, hein. Tu as ta page. Voilà, parfait. Et j'ai un compte Instagram que j'alimente régulièrement avec des informations, j'aime bien donner des phrases pour soutenir le parent, un peu comme si j'envoyais un message de soutien bienveillant pour les parents, déculpabilisé. Donc, mon site internet, Instagram, mon chemin de parents, tout attaché, pas de points, pas de tiret, rien du tout, très simple. Donc voilà, et pour me contacter, bah, c'est simple, tout est sur le site internet et sur Instagram. Donc, Et je mettrai toutes les infos d'ailleurs, tes infos et puis comment prendre rendez-vous avec toi et la date des ateliers. Voilà, tout sera mis dans les informations, en tout cas dans la description de l'épisode. Est-ce que tu veux rajouter autre chose ou est-ce que tu as voilà, quelque chose à nous partager avant qu'on clôture cet épisode? bah, surtout, merci à toi de créer tout ça pour les parents, les familles et puis même les personnes en général, d'avoir créé cet espace-là et puis de me permettre de venir partager tout ça. Parce que moi, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir transmettre à un maximum de parents toutes ces informations. Et si je peux venir le faire à la Maison Sérénité, ce sera vraiment avec grand plaisir. Oui, parce qu'on n'a pas dit d'où tu étais. Oui, c'est vrai. Moi, j'habite dans l'Ain, à la frontière franco-suisse, à côté de Genève. Mm. Donc, je suis pas à côté. Mais je me réjouis de venir, en tout cas, et de transmettre toutes ces informations vraiment euh, trop importantes aux parents. Bah, merci. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir participé à ce podcast. Merci pour ton partage, ta douceur et surtout ta clarté hein, de ton approche. Et puis, bah, vous retrouvez toutes les informations en description de l'épisode et on se retrouvera très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, Émilie. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Si vous êtes parent ou futur parent et que vous souhaitez être accompagné avec bienveillance, vous pouvez retrouver Émilie à la Maison Sérénité en visio pour des accompagnements individuels et en présentiel avec 2 ateliers, Dormir en lien et la technique TEPAPO. Toutes les informations pratiques sont à retrouver dans la description de l'épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast de la Maison Sérénité.